مساء الخير إلى جميع المشاهدين في لبنان والعالم. امرأة تناقضات، قريبة وبعيدة، سعيدة وحزينة، هادئة ومضطربة، ملهمة، شاعرة، مؤلفة، صاحبة موهبة، مبدعة. ذابت في فرنسا بحب وعشق لا مثيل لهما، فإذا بنا نحتار ونتساءل من احتضن الآخر. بقلمها وإطلالتها وسحرها الخاص حلقت في سماء الكتابة نجمة من الشرق أو ديفا. صيدت الجوائز والأوسمة، كان آخرها وسام جوقة الشرف من الدولة الفرنسية. تخشى الموت، تؤالف الحزن وتنبض بالحياة. فينيس خوريغاتا، معها يطيب الكلام. مساء الخير. مساء الخير واهلا وسهلا فيك. بيسعدني التقي فيك ببرنامج وراء الوجوه، وبيسعدني اني اتيح الفرصه للبنانيين والعرب بالتعرف عليك وباكتشافك. الحقيقه عندنا مشكله انه كبار الكتاب اللبنانيين المتواجدين في فرنسا يحبذون الكلام باللغه الفرنسيه لانه بيعتبروا انهم بيعبروا بشكل افضل. اذا رح يكون لقائنا وحوارنا باللغه الفرنسيه هكذا طلبتي. شكرا. وطلباتك أوامر. شكرا. Vénus Khoury-Gata, vous êtes la maestra, vous êtes la diva. Ou plutôt c'est ainsi que vous paraissez. Mais au fond, qui est Vénus Khoury? Une femme habitée par la grande inquiétude. Tous les matins, je me réveille et j'oublie que j'ai publié 36 livres, que je suis traduite dans beaucoup de pays. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour savoir, pour mériter le nom d'écrivain? Je suis une femme qui paraît très gaie, comme vous l'avez dit dans votre si belle présentation, qui paraît gaie parce que je n'aime pas, la moindre des politesses c'est de paraître gaie devant ses amis, mais il y a en moi quelque chose qui est mort il y a 22 ans. Il y a 22 ans, j'ai perdu l'homme dont vous avez parlé dans votre présentation et pour lequel j'étais venue vivre en France. Et depuis ce jour-là, j'ai oublié de vivre et j'ai raconté la vie dans les livres. Mais comment une femme comme vous, une femme qui jaillit et qui resplendit, peut vraiment oublier de vivre? Je ne sais pas si je suis encore jolie. Je l'étais quand je vivais au Liban, quand les regards étaient des hommes vous donnaient envie d'être beau, quand il y avait une vie mondaine qui faisait fleurir les femmes, je dirais. Mais venue en France, c'est drôle. Du jour au lendemain, ma vie a changé. Au lieu de plaire, je devais écrire des choses qui devaient plaire. Au lieu d'être belle, je devais écrire de belles phrases. Et je me suis demandé un jour comme ça, à quelle époque et à quelle date j'ai cessé de donner des dîners aux chandelles, de m'acheter des robes du soir, de me maquiller, d'aller chez le coiffeur. Quel jour, quel est ce jour? J'aimerais bien retrouver cette date où j'ai changé, où j'étais devenue une autre, un tâcheron de l'écriture. Je dors avec les livres, je me réveille avec les livres. Mes insomnies, au lieu de les maudire, je suis si contente de retrouver un livre et de lire. Sans toutefois oublier que vous êtes une femme. J'ai oublié que j'ai une femme, je suis une femme. J'ai complètement oublié, je ne suis pas la seule. Il y a des femmes beaucoup plus jeunes que moi dans ce milieu littéraire qui ne se rendent plus compte qu'elles sont des femmes. Je ne sais pas, est-ce que c'est le fait que la France donne plus de place au travail, à la carrière? On devient très carriériste, on devient ambitieux, on devient travailleur. Puis il y a beaucoup de contraintes, il y a moins de soleil, peut-être que les femmes sont plus belles au soleil. Mais vous êtes toujours belle, vous vous occupez de petits détails, vous accordez une place prépondérante et importante à votre look, vous êtes toujours très élégante. Parce qu'il y a en moi la libanaise qui continue sur ma peau de française. D'ailleurs, quand j'écris en français, mais il y a la langue arabe qui habite ce français. On le ressent d'ailleurs. Vous le sentez. D'ailleurs, depuis 32 ans que je vis en France, j'ai publié 32 livres. Ma machine à écrire, je ne dis pas ordinateur, machine à écrire, est sur une table. Mon regard survole, mon jardin survole la France, arrive à la Méditerranée, survole la Méditerranée et arrive du côté du Liban. Je vis le Liban tous les jours dans mes écrits. Si ce n'est pas Beyrouth, sa guerre civile, le Liban entier avec sa guerre, c'est mon village, Charri. Il y a mon village qui traverse tout cet espace, 4000 km je dirais, d'eau et de terre.
pour arriver à ce village haut perché de 2200 mètres d'altitude, où il y a un poète qui est enterré dans une excavation du roc, où il y a autant de chèvres que d'habitants, autant de cascades que de curés. Le Liban, pour moi, c'est comme un puits. Je fais descendre mon seau chaque fois que je veux écrire et je le sors, il est plein d'eau, mais cette eau est remplie de l'eau des images du Liban. Vénus, c'est la déesse de la beauté et de l'amour, et vous êtes censé en donner, à part la similitude entre le nom de Vénus, la déesse de la beauté et de l'amour, et votre nom, c'est quoi la similitude entre vous deux? Aïe, 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 ce nom, je l'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Je le lançais avec beaucoup de fierté. Je disais, je m'appelle Vénus. Et j'attendais qu'on me dise, mais bien sûr, vous le méritez. Puis, il y a eu un âge, il y a eu aussi un deuil qui m'a fait douter de moi-même. Et surtout l'âge, disons la vérité. Et depuis, je signe mes livres V. Corrigata. Le Vénus a sauté complètement. Vous l'avez occulté? Je le sens un peu ridicule avec le nom de Vénus. Il faut vous le portez tellement bien? Mais non, il faut se revolveriser quand on porte un nom pareil à partir d'un certain âge. Or, on continue à m'appeler Vénus. On ne peut pas m'appeler V. Corrigata. Mais je suis contente que mes livres soient signés par V. Corrigata. En parlant de l'âge, les rides, qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles me disent des expressions de tendresse quand je regarde mes petits-enfants et quand je regarde mes chattes. Parce que quand je les regarde et que je leur parle, je leur fais des déclarations d'amour, il y a des plis qui se font autour des yeux. Et c'est des rides de tendresse, je les appelle. C'est des sillons de l'amour aussi, les sillons de l'âge. Ils nous labourent l'âge, comme si nous étions une terre. Nous sommes une terre d'ailleurs. Je suis une terre arabe. Vénus Rouligata, vous êtes fondue dans cette ville pour devenir complètement parisienne, dans le mode de vie, dans l'accent, dans le look, dans les habitudes. Vous êtes une vraie Française aujourd'hui. Vous avez certainement et forcément été témoin du progrès qu'a connu la France et qu'a connu Paris. Aujourd'hui, après 30 ans de vie dans cette ville, le progrès pour vous, vous a-t-il inspiré ou au contraire, il a occulté le beau dans votre côté rêveur? Je vais vous dire quelque chose, vous avouer quelque chose. J'ai eu un rejet de la vie parisienne pendant très très longtemps. Surtout après la mort de mon mari, je me sentais plus protégée, j'avais peur de tout. J'avais peur des impôts, du fisc, une contravention me faisait éclater en sanglots. Alors je regardais les policiers et je leur disais, mais je suis en train de faire une dépression nerveuse à cause de vous. On me voyait tout le temps en train de rejeter ce pays. Il y avait un rejet. S'il n'y avait pas la guerre civile, je serais retournée au Liban. Mais le fait que mon pays était en feu et en flammes a fait que je suis restée ici. D'ailleurs, cette guerre, Ricardo, je l'ai partagée avec vous, mais d'une manière très très lâche. Quand vous marchiez le visage à découvert devant la fournaise. Moi, je marchais le visage couvert par une page blanche. Je racontais votre guerre. Je l'ai racontée dans 4 romans, dont 3 recueils de poèmes. Vacarme pour une morte, Les morts n'ont pas d'ombre, La maîtresse d'une honorable. Je n'arrêtais pas. Chaque fois que se terminait un livre et que j'apprenais par les journaux, par la presse, par la télévision, que la guerre continuait, qu'il y a tant de morts dans tel quartier, c'était ma matière d'écrire. Pardonnez-moi de dire que ma matière d'écrire était tirée de la mort des Libanais. Et je marchais, je vivais protégée par une page blanche, alors que vous étiez en face de la fournaise. Et je me sentais coupable. Vous avez une double identité, vous êtes française et libanaise à la fois. Le Liban vit toujours en vous, ou d'ailleurs c'est ce que vous venez de dire. Ami Maalouf, dans une des émissions de ce show télévisé, estime être une passerelle entre l'Orient et l'Occident. Il est une passerelle et je suis un pont. S'il prend le féminin, je prends le masculin voilà, pour avoir un contrepoids contre lui. Comment vous vivez cette dualité? Je la vis très très bien parce que j'écris l'arabe à travers le français, parce que pendant très longtemps, quand j'écrivais mes brouillons, je m'arrêtais la plume en l'air et que le mot français ne me suffisait pas. Je prenais un mot arabe et je l'écrivais sur mon brouillon, ce qui fait que j'écrivais en même temps de gauche à droite et de droite à gauche. J'écrivais les 2 langues en même temps parce que les 2 langues se rencontrent dans mon cœur, au centre de la page. Et j'ai toujours l'impression, Ricardo,
quand j'écris, même maintenant quand je traduisais Adonis, je viens de traduire Adonis dans un livre qui s'appelle Awwal al-Jasad Nihayat al-Bahr, en français, chez mon éditeur, chez Gallimard, chez Mercure de France. En traduisant, je me rends compte combien l'arabe occupe ma pensée. Donc je suis tout le temps en train de traduire ma pensée arabe en français. Ce qui me manque, c'est la parole en arabe, parce que je ne parle plus l'arabe avec quiconque, même vous, les Libanais qui venez ici. Vous êtes complètement francophone, vous parlez le français. Donc quand j'écris le français, j'ai l'impression de traverser une frontière toujours. Quand vous traversez une frontière entre un pays et un autre, qu'est-ce que vous faites? Vous payez une taxe. Eh bien, ma taxe, moi, c'est de jeter certains mots qui ne me passent pas entre les deux langues derrière mon dos et d'ajouter d'autres mots. C'est les manques et les rajouts qui sont ma taxe. Je suis quelqu'un de, comment vous dire, qui est atteint d'un strabisme culturel. Je regarde une langue, le français, mais je louche tout le temps vers l'arabe. Donc, je ne peux pas dire que je suis un écrivain français. Je suis à la fois un écrivain arabe et français en même temps. Vénus Rouligata, dans vos écrits, vous retournez inlassablement et continuellement au passé. Vous puisez vos écrits de l'histoire. Ce retour dans le passé est dû à quoi? Qu'est-ce que vous essayez de retrouver? Pourquoi le passé revient? Regardez, avant tout, c'était une thérapie pour moi. Il y a eu une enfance dans laquelle... Je ne sais pas si ma sœur Maï Menasta a abordé ce sujet, mais moi je l'ai abordé dans un roman qui s'appelle La maison au bord des larmes. Il a fallu que j'écrive ce livre. J'ai attendu la mort de mes parents pour l'écrire, surtout de ma mère. Eh bien, il fallait à tout prix raconter ce passé pour qu'il ne me fasse plus mal. Un frère poète, très bon poète, qui s'envoie en France pour publier ses poèmes. La France ne publie pas ses poèmes, mais il lui apprend à se droguer. Il revient au Liban complètement fou, drogué, complètement perdu. Et mon père, pour le punir, c'était un homme très recto comme ça, au lieu de l'envoyer faire une cure de désintoxication, l'envoie chez les fous, à Asfouri. Il a passé 18 ans là-bas. Il a fallu qu'il y ait la guerre civile pour qu'il en sorte. Eh bien, quand mon frère n'a plus écrit, j'ai écrit à sa place. Si mon frère avait continué à écrire des poèmes, je n'aurais jamais écrit. J'ai pris sa place. J'ai écrit sur son cahier de brouillon, avec son stylo. Et ce garçon m'a donné en héritage la poésie qui était la sienne. Donc, il fallait raconter le martyre de ce garçon, poète, beau comme un dieu, et qui rentre chez les fous. L'un lui mord le genou, l'autre lui casse les dents. Et après, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il devienne calme, pour qu'il ne s'enfuit pas? Parce que chaque fois qu'il s'enfuyait et revenait à la maison, il y avait mon père qui allait téléphoner pour dire « Venez prendre le fou qui terrorise ma famille ». Alors qu'est-ce qu'on a fait? On lui a fait des électrochocs terribles. Et comme ça, il n'a plus su qu'il était fou et qu'il était dans un asile d'aliénés. Il a cru peut-être qu'il était dans une colonie de vacances, qu'il avait des copains. Il a complètement effacé le milieu carcéral dans lequel il était. Et moi, toute ma vie, avant la mort de mon mari, j'ai écrit pour oublier que mon frère a été interné malgré lui parmi les fous. Puis j'ai écrit pour oublier que mon mari est parti à l'âge de 52 ans. Puis j'ai écrit pour oublier que mon pays brûle et qu'il est à feu et à flamme. Là, pour moi, l'écriture est une thérapie, est une manière d'oublier tout ce qui me fait mal. Pardonnez-moi de me laisser aller comme ça. Vénus Rouligata, une pause avec la publicité. Et par la suite, nous allons reprendre cet entretien passionnant avec vous. Une discussion des plus animées avec une femme exceptionnelle, Vénus Rouligata. Alors, vous avez quitté Beyrouth en 1972. Tout à fait. Pourquoi? Me marier. Pour me marier avec Jean Gatta, médecin, chercheur scientifique, qui a donné son nom au rythme biologique, une recherche dans le monde des sciences, et qui est mort à 52 ans, malheureusement, en laissant une fille de 6 ans.
Mais déjà, vous étiez mariée à Beyrouth, vous aviez une famille, vous aviez 3 enfants. Je ne sais pas si vous étiez heureuse ou malheureuse, on va le savoir maintenant, on va le découvrir. Pourquoi avoir renoncé à cette vie de famille? Pourquoi avoir laissé une famille et des enfants et suivre son cœur? Je n'ai pas suivi mon cœur. Au fond, j'ai suivi mon cœur après que mon mari ait suivi son cœur. Il n'y a pas à dire, il y a une malédiction sur moi. Le premier mari m'a été pris par une femme, très belle femme d'ailleurs, qui est devenue sa femme. Et mon deuxième mari a été pris par Dieu. Donc je suis, on dirait que je suis vouée à vivre seule, voilà. La trahison, comment vous l'avez vécue? Je n'y prêtais pas d'attention. Je venais de découvrir la vie mondaine à Beyrouth. Il y avait une vie mondaine somptueuse. J'étais née dans un milieu modeste où il n'y avait pas ce genre de grandes soirées, robes longues, dîner aux chandelles, tout ça. Ça m'a rendu complètement, comment vous dire, ça m'a étourdie de bonheur. Tous les soirs, je sortais. Je savais que mon mari avait une vie, mais ça ne me disait rien, quelque part. Ça ne me faisait pas mal. Je me disais, c'est très bien, chacun a sa vie. J'avais fait 3 enfants en 3 ans, et puis après, la vie mondaine était venue. Pendant 4 ans, je me suis étourdie dans la vie mondaine. Je trouvais que c'était magnifique. Je suis venue en France. Magnifique entre parenthèses, entre guillemets, ou magnifique, tout simplement? Magnifique, à l'époque, je la trouvais magnifique. Aujourd'hui, comment vous la De trouvez? se préparer toute la journée pour sortir le soir, pour porter une robe longue, pour se faire très belle, pour voir les gens vous regarder avec beaucoup d'admiration. Je cherchais à séduire, à plaire. Il fallait plaire, même de loin, il fallait plaire à tout prix. On continue à le faire d'ailleurs. Non, je cherche mon écriture cherche à On est plaire. tous séduits maintenant. Toute l'équipe et moi, nous sommes séduits. Je séduis la caméra si elle veut bien. Ça, c'est sûr. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si elle est en train de relever mes rides. Je ne sais pas. Je la prie de ne pas de les effacer. Je suis venue ici, Ricardo. Il n'y avait rien de tout ça. Il y avait des dînettes comme ça entre gens du milieu médical, le milieu de mon mari, et mes amis écrivains. Et j'ai appris du jour au lendemain qu'on ne s'achète plus de robes longues, qu'on ne se maquille plus à mort, qu'on ne porte plus des bijoux. D'ailleurs, j'avais coupé toutes mes robes longues comme ça, elles sont devenues des robes courtes. Et j'ai changé. Vous les avez conservées? Non, je n'ai pas conservé parce qu'elles étaient importables. On vit autrement, on s'habille autrement en France. J'ai remplacé les robes en mousseline et en taffetas par des petits tailleurs avec lesquels je voyage. Je voyage beaucoup. J'ai fait 32 villes étrangères en une année. Je suis, comme ils me le disent aux affaires étrangères, celle qui leur coûte le plus d'argent, parce qu'ils m'envoient un peu dans les instituts français, un peu partout. Je ne vais pas vous demander, avec du recul, quel regard portez-vous sur cette période de votre vie, parce que je pense, vous venez de formuler votre avis, votre opinion. Mais ce que je souhaite savoir de cette période assez lointaine, oui. qui naturellement est une période importante pour vous. Oui. Vous avez 3 enfants, oui. Vous avez aussi une vie oui. qui est naturellement toujours ancrée pour Oui. vous. Quel moment, chéri, vous souhaiteriez saisir, attraper et garder? Peut-être la naissance de mon premier enfant, Hassan. J'ai trouvé que c'était un bonheur incroyable. Moi, maman, à 20 ans, d'un petit garçon. C'est pourquoi il y a des relations très très fortes entre lui et moi. Et puis ces relations aussi, je les ai tissées avec les autres certainement, mais avec Hassan c'était magnifique. Et mon premier fils, mon premier enfant et mon premier livre. Quand apparut mon premier livre, Terre stagnante, chez Segers, je croyais que la terre entière m'appartenait. Maintenant, avec 32 livres qui ont paru, je n'ai plus ce genre de plaisir, et c'est dommage. Si, peut-être, j'ai été très contente de voir ma première traduction. Puis surtout, cette année, quand toute mon anthologie de poésie a été traduite en américain, et que j'ai été sélectionnée pour le National Book Award, et que j'ai fait une tournée aux États-Unis dans 12 universités et instituts français américains. Et je voyais mes livres, mon livre chez les libraires américains, comme ça, dans la devanture, parce que ceux qui sont sélectionnés, c'est comme si on avait le prix. Pendant 3 mois, ils ont droit aux vitrines des libraires.
C'était aussi une grande joie. Je me suis dit, ma fille, tu es venue d'un village du Liban Nord, où on court pieds nus sur les cailloux, sur les galets, où on saute les ruisseaux, où on ramasse des serpents sur des bâtons et on va faire peur aux boutiquiers, aux gens dans la rue. Et voilà que tu as traversé tous ces villages, toutes ces villes. Vous venez à Paris, ça ne vous suffit pas. Vous avez publié dans tous les pays européens, ça ne vous suffit pas. Et vous voilà en Amérique. C'était pour moi une véritable, comment vous dire, ivresse. Estimez-vous avoir réussi votre rôle de mère? Non. Pendant quelques années, quand j'ai quitté le Liban, mon ex-mari, qui est un grand visionnaire, un grand bâtisseur, un homme qui voit grand, m'a permis de prendre la fille avec moi à Paris, mais pas les garçons. J'ai beaucoup souffert pendant quelques mois de l'absence des garçons, surtout du petit, auquel je manquais. Et il me manquait énormément, on se téléphonait tous les jours. Puis il y a eu la guerre civile, 9 mois après, et Joseph Rouy, mon ex-mari, a eu la gentillesse de m'envoyer les enfants. Donc quand il y avait la guerre, qu'il y avait le malheur au Liban, moi j'avais mes 4 enfants. Mais quand il y avait la paix de nouveau, les enfants repartaient. Les 2 garçons repartaient, ils sont très libanais, surtout Rassan, qui voulait se battre, qui voulait se retrouver avec d'autres, dans ce pays qui était en feu et en flammes. Donc, je sentais à ce moment-là que je ne jouais plus mon rôle de mère et je m'en voulais terriblement. Je me disais, à cause de l'amour qui m'a amenée ici, à cause de mon ambition, parce que j'écris en français, je me devais de vivre à Paris, près des éditeurs, près de ceux qui écrivent en français. Je suis en train de sacrifier mon rôle de mère et je m'en voulais terriblement. J'essaye maintenant de réparer les choses, mais je ne sais pas si les enfants, ils ne vous disent rien, les enfants, ils ne disent jamais ce qui se passe en eux. J'aimerais bien un de ces jours secouer mon fils, secouer mes 2 fils plutôt, parce que la fille est restée avec moi ici. Et j'ai eu une autre enfant, Yasmine Gatta par la suite, mais les 2 garçons, est-ce qu'ils m'en ont voulu? Ils ne l'ont jamais dit. Est-ce qu'ils écriront un jour des livres pour dire ce qui s'est passé quand cette mère est partie? Derrière l'amour, derrière les livres, il n'y avait plus que les livres, je dormais avec les livres, je me réveillais avec les livres jusqu'à maintenant. Une diva, une maestra. Diva, c'est trop beau pour moi. Maestra peut-être parce que c'est le titre d'un de mes romans. Moi, je Et maestra, c'est Muallima. Moi, je vous vois en diva. C'est gentil. Vous avez le look de la diva. Vous êtes très, très généreux avec moi. C'est la vérité. Dites-moi, une maestra inondée par l'amour d'un public, toute nationalité confondue, est-elle capable de générer de l'amour et de le donner? C'est fini. Je donne l'amour à mes amis, à mes enfants, aux élèves que je vois dans toutes les écoles, que j'aille en Ukraine, en Russie, en Suède, en Amérique, partout. Après mes conférences, après mes lectures de poèmes, on m'envoie dans les écoles, dans les lycées. J'adore ce contact avec les enfants. L'amour de l'homme, c'est devenu une chose complètement... Comment vous dire? Je ne sais plus ce que c'est. Mais elle a été remplacée d'une manière très somptueuse par l'amour de mes amis, de mes lecteurs, de tous ces enfants que je vois dans les écoles. Et c'est un amour beaucoup plus beau. Comment peut-on aimer un seul être et attendre de lui qu'il nous donne l'amour, qu'il nous rende heureux? Cet homme peut ne pas le donner un jour. On est malheureux comme des pierres. Alors que quand l'amour, vous le demandez autour de vous, à des jeunes, à des enfants, à des amis, à des lecteurs, il vous est toujours fidèle. Vous avez été forcément suivi et aimé et adulé par beaucoup d'hommes. Vous en avez choisi 3. Ça a été les 3 hommes de votre vie. Le premier mari, là, vous l'avez évoqué, le promoteur Joseph Rouy. Le second, c'était le professeur-chercheur, Jean Gatta. Et le 3e, c'est l'homme avec qui vous vivez aujourd'hui. Il s'agit là de Éric Guenier. 3 unions successives à des périodes différentes. Vous étiez très jeune quand le premier mariage a eu lieu. Par la suite, c'était à une période ou un âge un peu plus tardif. Aujourd'hui, vous êtes à un âge plus ou moins avancé. Une femme, comme vous tout d'abord, comment elle conçoit le mariage aujourd'hui? Et ces 3 unions successives à des périodes distinctes, par quoi se distingue-t-elle
à leur tour? Quelle belle question. La première, c'était il me fallait un homme qui me protège. Un homme fort, parce que j'avais un père fragile. Et Joseph Rouli m'a donné tout ça. Il m'a donné une belle maison. Je sortais d'une maison modeste, un milieu modeste. J'ai pu avoir le meilleur, je ne sais pas, la meilleure société beyroutine. J'allais d'un dîner à un autre, dans des palais, dans des ambassades, dans des ceci. Il m'a donné tout ce qui m'avait manqué pendant mon enfance. Puis après, j'ai senti le besoin d'avoir un compagnon qui parle mon langage. Quelqu'un qui parle peinture, qui parle livre, qui parle musique. Jean Gatta, j'ai trouvé tout ça en lui. Le jour de notre mariage, on avait comme témoin une grande comédienne du français qui est Catherine Sellers et Aimé Mag, la fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence. Et le soir même, Aimé Mag donnait un dîner pour nous à la fondation à Saint-Paul-de-Vence où il y avait à la même table que Vénus Rouli Gatta, qui est devenu Gatta le même jour et qui est venu de Pcherré, qui a transité par Beyrouth 3 années de vie mondaine excessive et intense. Il y avait Chilida, Miro, Bram van Velde, tous les grands peintres de la fondation MAG. Je croyais rêver, Ricardo. C'était pour moi le couronnement de toutes mes ambitions. Un homme que j'aime, un homme que j'admire, qui m'a initié à la peinture moderne, qui m'a initié à la musique classique. Dans ces laboratoires, les filles devaient tout le temps, les laborantines devaient écouter de la musique classique et deviner si c'était du Handel, du Mozart ou du Beethoven. Donc un homme d'une... Et chaque fois que je le voyais, c'est drôle, que je le voyais parler à table. Quand on avait du monde, il y avait chez nous qui se rencontraient des prix Nobel, de grands scientifiques et en même temps de grands poètes. Et quand il parlait, j'étais très fière de lui. Je disais, je veux vieillir avec lui, je veux vieillir avec lui en moi-même. Pourquoi je disais cette phrase? Jusqu'à maintenant, je me pose la question, est-ce que je sentais en moi-même que je n'allais pas vieillir avec lui? Puis quand il est parti, c'était la folie. J'étais devenue complètement, mais folle. La folie de mon frère, l'écriture de mon frère, j'en ai hérité. La folie de mon frère, j'en ai hérité. Pendant des journées entières, je levais les bras au ciel et je parlais à Dieu. Puis quand quelqu'un, André Chédid, un dîner pour moi, pour me faire oublier ma peine, je reste 1 heure à ne pas oser mettre mon pied sous le trottoir pour aller prendre ma voiture. Je la faisais descendre, puis je remontais sur le trottoir, puis je remontais chez moi. J'étais devenue complètement enfermée en moi-même. Et puis, 4 ans après, je rencontre un homme, veuf lui aussi, malheureux lui aussi, qui a perdu sa femme, que je raconte dans La Maestra. Et cet homme ne m'a pas fait la cour à moi, il a fait la cour à ma petite Yasmine. J'étais beaucoup plus blessée du fait que Yasmine était orpheline, plus que moi, j'étais veuve. J'ai voulu oublier que j'étais une veuve de 40 ans. J'ai voulu me rappeler seulement qu'elle était une orpheline de 6 ans. Et ça m'a fait terriblement mal. Et cet homme a entouré Yasmine de tellement d'affection, de tellement de tendresse. Il y avait des hommes beaucoup plus brillants que lui. C'est un homme charmant, gentil, beaucoup de classe, beaucoup de générosité. Mais aucun n'a regardé Yasmine avec les yeux, avec ses yeux de tendresse. Il me disait, j'ai jamais eu d'enfant, c'est l'enfant de mon cœur. Donc je ne pouvais pas avoir le droit de choisir ailleurs. Et c'est grâce à lui que j'ai connu le Mexique, grâce à lui que j'ai écrit La Maestra. Je lui en suis reconnaissante parce que c'est mon livre fétiche qui a été traduit en 11 langues, qui fait l'objet d'un film. La Maestra, c'est mon arrivée à Mexico ce jour-là. J'arrive dans cette maison sublimissime qu'il avait, il l'a perdue depuis, il l'a vendue. Et je vois les photos de sa femme un peu partout, sur tous les meubles, sur toutes les tables. Une femme allongée sur une chaise longue et qui dort. Et il m'a dit, ma femme, 9 mois avant sa mort, 6 mois avant sa mort, 3 mois. Je me suis dit, si j'étais à sa place, je ne serais pas restée dans cette maison. Avec mes superstitions d'oriental, on ne reste pas dans une maison dans laquelle on sait qu'on va mourir. J'aurais fichu le camp, j'aurais fui. Et 1 heure après, j'ai visité le Zocalo, le centre-ville. Je ne sais pas si vous connaissez Mexico. Et là, devant la grande cathédrale, il y avait des Indiens qui étaient allongés comme ça, avec une banderole. Ils disaient « Laissez vivre les Indiens de la Huasteca ». J'ai dit « Qu'est-ce qu'ils veulent ?» On m'a dit « Ils veulent de l'eau courante, ils veulent un curé, ils veulent une institutrice pour leurs enfants, ils veulent une route asphaltée. » Et j'ai imaginé cette femme qui est morte depuis 2 ans, cette femme allongée dans sa photo. Un cheval fou vient casser le portail. Elle sort, elle voit le portail ouvert.
Elle marche, elle traverse les rues que j'ai traversées. Elle arrive au centre-ville, elle voit les Indiens qui ont terminé leur manifestation. Ils montent dans l'autobus, elle monte avec eux, parce que moi j'ai vu l'autobus, mais j'ai imaginé cette femme monter avec eux. Elle va avec eux jusqu'à leur village en haut de la Sierra Madre. Et là-bas, il y a une maison en dur et 7 huttes en bois et en palme. Et on lui donne la hutte, la maison en dur, et eux prennent l'autre. Et le matin, quand elle se réveille, elle ouvre la porte, elle voit 20 enfants accroupis dans l'herbe qui souhaitent la bienvenue à la maestra, à la maîtresse. Ils croient que c'est la maîtresse d'école que le gouvernement leur a envoyée. Et dorénavant, tous les soirs, ils se réunissent chez elle, parce que chez elle, on n'entend pas le vent, on n'entend pas la pluie. Il lui dit des lettres au président de la République, parce qu'il croit que parce qu'elle vient de Mexico, elle est l'amie du président de la République. Elle porte tous leurs problèmes. Celui qui est malade, elle vient le soigner. Celui qui est, comment vous dire, malheureux, elle lui remonte le moral. Elle devient la maestra, elle devient la maîtresse d'école. Et j'ai prolongé la vie de cette femme qui m'a précédée dans la vie de cet homme d'un livre. Je ne sais pas quelle est la durée d'un livre. Un livre, ça dure 1 an, toute la vie, une éternité. Je ne sais pas. Cette femme ne mourra jamais parce qu'elle est devenue la maestra traduite en 11 langues. Vénus Rouligata, nous sommes charmés par ces propos. Nous devons nous arrêter avec une pause avec la publicité. Et puis par la suite, nous reprendrons cet entretien. Restez avec nous. De multiples facettes, un visage universel qu'elle incarne avec brio. Elle s'appelle Vénus Rouligata et ce soir nous avons le grand plaisir de la recevoir. Vénus Abdelsater, originaire de Pcherri, la fille de Karam Abdelsater, qui a eu cette relation conflictuelle avec son père. Aujourd'hui, lui avez-vous pardonné? Bien sûr que je lui ai pardonné. Le pauvre, il est mort depuis une 20aine d'années. Comment ne pas lui pardonner? Il ne savait pas ce qu'il faisait. C'était un homme d'une grande honnêteté. Le fait que son fils se drogue lui a paru tellement monstrueux, tellement terrible qu'il l'a cassé sans le savoir. Il aurait pu me casser, mais rien ne me casse. Je suis incassable, Ricardo. La preuve, le deuil, la guerre du Liban, l'éloignement, l'exil. Je me suis sentie très exilée après la mort de mon mari. Je me suis sentie très seule. J'avais peur de tout. Tout me faisait peur. Eh bien, je dois être d'une race de pierre très dure pour ne pas s'être cassée. Effectivement, vous avez été dur avec lui. Votre relation a été très douloureuse. Pourtant, votre sœur, Massa, est dans son roman Daftar, Mishajarat al-Ruman, était beaucoup... Plus tendre? Oui. Ricardo, il faut dire quelque chose. Elle a amadoué oui. cette histoire. Bien elle a raconté oui. à sa façon. Je vais vous dire quelque chose. Et il y a le fait que Maï vit au Liban. Quand on vit dans une société... Moi, si je continue à vivre au Liban, j'aurais raconté d'une manière moins scandaleuse, je dirais. Ici, en France, on n'a pas peur du scandale. Aujourd'hui, le monde entier est ouvert, c'est un seul village. Non, au Liban, on fait toujours attention à sa réputation. On ne doit pas divulguer, on ne lave pas le linge sale devant les autres. Le livre de ma sœur est très tendre, parce que Maï est tendre. En plus, Maï aussi écrit en arabe, la langue arabe, avec ses métaphores, avec ses adjectifs, permet d'enrober les situations, les scènes les plus cruelles avec beaucoup de tendresse, beaucoup de gentillesse. La langue française ne le supporte pas. Je remarque quand je traduis de l'arabe au français, je dois jeter derrière mon dos beaucoup de métaphores et beaucoup d'adjectifs qualificatifs qui pourraient adoucir. On écrit en français avec je dirais, pas avec la plume, avec le couteau quelque part. Dès que vous vous mettez des enjolivements et des joliesses et des douceurs et un peu de sentimentalité, les gens disent « Ah, c'est du loukoum ». Eh bien, j'évite de faire du loukoum. Si j'ai pu frayer dans ce milieu littéraire et publier chez des très grands éditeurs, c'est parce que j'ai comment vous dire, j'ai oublié mon âme
orientale quelque part. Je transporte ma mémoire d'orientale avec tout ce que j'ai vécu là-bas, tout ce que je peux revivre par la pensée. Mais j'essaye de ne pas mettre des joliesses dans mon écriture. Et la langue arabe les permet. C'est très bien, c'est très beau. Dans vos poèmes écrits, l'on ressent toujours une crainte de la mort. Quand je pense aujourd'hui au privilège de mort, quand je pense à la morte maison, je pense tout de suite à la mort. Cette obsession de la mort, d'où est-ce qu'elle émane? Elle n'était pas là. Avant, je croyais que j'étais immortelle. C'est drôle. Je croyais que je ne mourrais jamais, que les autres pourraient mourir, mais pas moi. Et puis, la mort de Jean Gatta m'a mise en première ligne. Je me suis dit, cet homme n'a que 12 ans de plus que moi. Donc, je suis celle qui va suivre. Et j'ai eu très, très peur de la mort au début. Je me réveillais en pleine nuit, mais, comment vous dire, en tremblant. Mon cœur battait comme si j'avais enfermé un oiseau dans ma poitrine. Je me disais, quand il va se décrocher, ce cœur? Et puis, un jour, j'ai apprivoisé la mort. Je l'ai apprivoisé en écrivant Monologue du mort. Et comme c'est pour vous expliquer combien l'écriture peut être bénéfique, c'est une vraie thérapie. J'ai écrit Monologue du mort pour raconter un mort qui raconte sa vie dans la mort. Et il y a une vie dans la mort. Les morts vivent 3 mètres au-dessous de nous, quelque part, on les enferme, comme s'ils allaient venir nous manger, quelque part, avec des murailles, comme s'ils étaient dangereux. Mais ils vivent sur nos bruits. Ils se nourrissent de l'odeur de notre pain, ils se nourrissent de l'odeur de notre blé, ils boivent les vapeurs de nos sources, ils vivent dans nos souvenirs. Et le fait de dire qu'ils mangent, qu'ils boivent, qu'ils vivent sur notre vacarme, sur nos bruits, qu'ils entendent nos mots, fait que je me suis rafistolée avec la mort. Le mot rafistolée est un peu femme qui coud, que je me suis, comment vous dire, j'ai fait cause commune avec la mort. Elle est devenue mienne et depuis, c'est devenu, on dirait que je suis devenue la spécialiste de la vie dans la mort. Il y a une vie dans la mort, elle ne me fait plus peur du tout. J'ai l'impression que c'est un cycle comme les arbres. On renaît, on recommence. De toute façon, moi j'estime que l'écrivain ne doit pas craindre la mort, dans le sens qu'il est toujours ressuscité à travers ses écrits. Vous croyez qu'ils vont rester ou bien on ne sait jamais. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que nous sommes comme des arbres. Les hommes sont des arbres, mais qui marchent, contrairement à l'arbre qui passe sa vie dans un même endroit et qui regarde dans la même direction. Et en plus, vous êtes la fille de Psharri. Ah oui. Millénaire comme les cèdres. Oui, millénaire comme les cèdres. Et Psharri, où les cimetières sont beaucoup plus beaux que certaines maisons pauvres. Ils soignent leurs tombes. Vous avez remarqué ça? Non. Non. Je crois que la mort est très importante dans ce village. D'ailleurs, la moindre personne qui mourait, il y avait des milliers de personnes qui marchaient derrière son cercueil. On donnait un cérémonial à la mort que la mort n'a pas ici. En Europe, la mort est devenue quelque chose de très banal, ou qu'on cache, honteusement. L'avez-vous la craignez? Beaucoup. J'ai peur de ne plus pouvoir écrire, avant tout, de ne plus pouvoir marcher. Moi qui prends 2 fois par mois, par semaine, l'avion pour aller quelque part, de ne plus marcher, de ne plus écrire, de ne plus voir. Et ça, c'est la vieillesse qui apporte tout ça. Les rides, non, ça n'a pas d'importance. Tant qu'il y a des crèmes, tant qu'il y a une manière de se maquiller, je me suis peinturlurée à mort avant de vous accueillir, Ricardo. Vous ne voyez pas la différence? Pas du tout. Non, toujours la même. Merci pour ce compliment. C'est la vérité. Vénus Rouli, il y a une chose qui m'intrigue un peu pour un écrivain soucieux de trouver l'idée, de la créer, de la semer, de la voir germer, de la voir pousser, puis par la suite de la récolter. Vous semblez accorder quand même une grande importance au luxe. Vous habitez le 16e, un grand appartement, vous avez un personnel qui vous sert. Non, je n'ai pas de personnel, je suis mon propre personnel. Il y a un chauffeur. Même pas, je suis mon propre chauffeur. Il n'y a des apparences du luxe que la maison. J'aime les belles maisons. Ça me fait oublier la maison modeste de mes parents. Il le fallait. Mais là où je souhaite arriver, c'est vous avez un mode de vie
qui est imprégné de confort Oui. et de luxe. Oui, j'aime. Pour un écrivain, quel est l'apport de ce mode de vie-là? Je ne saurais pas écrire dans une maison laide. Je déteste la laideur. Je ne pourrais pas écrire dans une maison qui serait sale. Il faut que ça soit esthétiquement beau, il faut que ça soit propre, qu'il n'y ait pas un drap qui dépasse d'un lit, qu'il n'y ait pas un tableau de travers. Je suis une grande maniaque, Ricardo. C'est de l'obsession. C'est de l'obsession, mais ça, je l'ai hérité de ma mère, qui était une très bonne maîtresse de maison. Je transporte dans ma peau de Vénus Kourigata, écrivain, la femme presque analphabète qui était ma mère. Il y a deux femmes en moi, vous savez. Par moment dans la journée, quand j'écris, je suis Vénus Kourigata, mais après, quand je me mets à planter du na'na et du ba'dounis dans mon jardin, du persil, je redeviens ma mère. Quand je cuisine et je touille, et j'adore cuisiner libanais, je redeviens ma mère. Je suis en même temps ma mère et moi, j'adore ma mère. Je vénère ma mère. Sans elle, je ne serais pas devenue ce que je suis. Elle ne faisait que me dire, il faut que tu continues à étudier. Il n'y a que les études qui vont te soulever au-dessus de la société dans laquelle tu es né. Elle avait raison. Dernier arrêt avec la publicité avant de clôturer cet entretien avec vous. Restez avec nous. Tout à fait transporté par la magie de la prose, de ses propos et de son récit, ce soir nous avons le grand plaisir de poursuivre cet entretien avec Vénus Kourigata, qui nous inonde par ses métaphores et par ses mots. Dites-moi, votre fille Yasmine Gata a démarré en force chez Fayard avec la nuit des calligraphes. Alors le fait de voir une partie de vous grandir, rayonner, réussir dans le domaine là où vous êtes, qu'est-ce que ça vous fait? C'est le bonheur complet. Je le dis, si un jour je n'écris plus, elle écrit. Mais quand elle est venue me montrer les 40 premières pages de son livre, j'étais complètement déchirée. Je me disais, est-ce que je la laisse écrire? Je l'encourage? Ou je lui dis non? Parce que j'ai regardé ma vie derrière moi. Le jour où j'ai commencé à écrire, je n'étais plus heureuse d'être la femme d'un homme aisé. Je n'étais plus heureuse d'avoir une très belle maison à Beyrouth, d'avoir un chauffeur, d'avoir des domestiques. Je ne vivais qu'avec l'attente de la réponse de l'éditeur français qui ne m'a pas lu ou qui ne veut pas me publier. J'étais malheureuse d'aller voir des voyantes extralucides tout le temps, les Fatmes et les autres, pour savoir si on allait me publier. Et je ne savais plus être heureuse que par les livres. Et je me suis dit, est-ce que je laisse ma fille jeter tout le bonheur qu'elle peut avoir par un mari, par des bébés, par des enfants, et ne concevoir le bonheur que par l'écriture? J'ai pas voulu l'encourager et j'ai pas voulu la décourager. Je l'envoie chez un ami éditeur, Fayard. Et quand il a lu, il m'a dit, on ne peut pas la décourager. Il faut l'encourager. Et je trouve magnifique son livre. Elle a puisé, c'est drôle, cette fille qui a connu son père juste pendant 6 ans. Elle ne savait même pas que son père était d'origine musulmane, parce que Gata était albano-turc, de mère turque, et qu'il était devenu chrétien chez les pères jésuites à Beyrouth, quand il a fait ses études chez les pères jésuites, avant de venir en France faire médecine. Eh bien, elle a été tout droit vers des études d'art islamique quand elle a terminé ses études. Et elle devient une grande passionnée de l'écriture, de la calligraphie islamique. Et un jour, je lui lâche, mais ta grand-mère était une calligraphe. Elle me dit, c'est vrai? Je dis oui, en Turquie, c'était une calligraphe, elle enseignait la calligraphie. Et un jour, elle est au Louvre pour une exposition d'un très grand collectionneur turc. Elle voit le nom de sa grand-mère, Rikkat Kunt, a modernisé l'art de la calligraphie ottomane. Alors là, elle ne pouvait pas passer outre. Elle a raconté ces calligraphes du temps de l'Empire ottoman. Ils étaient tous choyés, ils vivaient très bien dans le palais. Et puis le sultan parti, Atatürk, arrivé, on leur a interdit d'écrire l'arabe, la calligraphie. Ils travaillaient dans la clandestinité, ils étaient devenus vieux, aveugles, à moitié aveugles, parce que toujours les calligraphes finissent aveugles à force de scruter les petites lettres, les petits enlumineux.
à moitié fous, à moitié fous parce qu'ils croient que c'est Dieu qui leur dicte les sourates. Donc fous, aveugles, tout ça. Et il y a une jeune femme qui est sa grand-mère, une jeune fille qui vient les aider, qui prépare leur encre, leur encrier, qui nettoie leur pinceau, et ils lui donnent leur savoir. Et le livre est déjà à 12 traductions et 12 000 exemplaires. Voilà. Azim, azim. J'en suis très fière. Vénus Roligata, vous préférez le titre de romancière ou poétesse? Les deux. Je vais de l'une à l'autre avec autant de plaisir comme entre l'arabe et le français. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre présentation, je suis double. Je suis arabe et français, je suis poète. Et d'ailleurs, quand je veux apprivoiser un sujet, comme la guerre du Liban, j'ai commencé par des poèmes, Les ombres et leurs cris. Et après, quand je connaissais bien le sujet, je suis passée au roman Vacar un pont d'une mort, et surtout La maîtresse du notable, que j'aimerais tant qu'il soit traduit en arabe. Vous savez que je suis traduite en 11 langues, mais jamais si une fois en arabe. Le chinois inclus. Lequel? Le chinois inclus. Le chinois inclus et le coréen aussi, mais pas en arabe. J'ai un livre traduit en arabe par Samir Saad, Ibn al-Musabbar, mon premier roman, c'est tout. Mais les autres romans, je ne comprends pas pourquoi dans les pays arabes, il a dit l'an dernier, Ritani, Jamal Ritani, dans Akhbar al-Adab au Caire, 4 pages, il a dit pourquoi cette immense, il a dit immense, il exagère un peu, mais ça me fait plaisir, cette immense romancière et poète n'est pas traduite dans son pays. Mais Rassan Twini, actuellement, il a demandé à Zahida Darwish de traduire mes poèmes, de mon dernier recueil de poèmes. Vénus Roligata, entre les différents prix, tels Libérateur, Mallarmé, Apollinaire, le Grand Prix des gens de lettres, et autres, bien entendu, entre des poèmes traduits dans plus de 11 langues, entre des romans traduits dans plus de 11 langues, entre des poèmes illustrés par de grands peintres tels Mata, Venikovic et Ernest Pignot, entre de grandes décorations telles la Légion d'honneur. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je veux continuer à écrire, parce que les jours où je n'écris pas, je suis habitée par un grand désespoir. J'ai toujours l'impression, quand je n'écris pas pendant une semaine, que c'est fini, l'écriture m'a lâchée. L'écriture est devenue à remplacer l'amour de l'homme, l'amour tout court. Alors on a l'impression que l'autre s'en va, parce que je suis habituée aux hommes qui s'en vont. Alors je me dis, l'écriture aussi peut s'en aller. Et il y a certainement une grande blessure en moi qui se rouvre chaque fois. C'est de sentir que je suis délaissée. Délaissée par l'homme, par le père de mes enfants, délaissée par le mari, le père de ma fille, puis délaissée par l'écriture, je ne supporterai pas. Êtes-vous comblée? On n'est jamais comblé quand on est... Je suis comblée quand je vois autour de moi des gens qui me disent qu'ils m'ont lu. Ça, c'est mon bonheur dans les salons de livres, de mettre un visage sur les gens qui me lisent, de voir des femmes qui font des efforts surhumains pour pouvoir payer un livre alors qu'elles sont très peu payées. Quand je vais aux États-Unis et que je vois mes livres dans les devantures des libraires, je suis très heureuse. Mais ça dure combien le temps de regarder ce livre, de faire une dédicace à cette personne qui me tend mon livre. Mais quand je me retrouve la nuit dans mon lit et que je revisite dans ma mémoire le chemin que j'ai parcouru, je me dis, tiens, 4 enfants, 2 maris, un compagnon, tous bien, chacun avait ses qualités. Je me retrouve très seule, très seule. L'écriture seule me tient compagnie. Éliès Chamoise. Ah oui, mes chattes, elles dorment avec moi. L'une dort sur ma tête, l'autre dort sur mes pieds. Qu'est-ce qu'elles comblent chez vous, ces chattes? Qu'est-ce qu'elles apportent chez moi? Beaucoup de douceur et de sérénité et d'amour. Quand je regarde Salomé dans les yeux, elle fait gourr, gourr et ronronne. Jamais un homme n'a ronronné en me regardant dans le plan. Pardon. Je suis folle. C'est le premier sourire qu'on arrive à décrocher ce soir. Vraiment. Et c'est un rire qui vient du fond du cœur. C'est vrai. Êtes-vous heureuse? Je suis heureuse, oui. Je suis heureuse. J'aurais été plus heureuse si Jean Gata était là. Pardon. À ce point. Oui, bien sûr, tous les jours. Chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de bon, je me dis, s'il était là, avoir mon succès, il a cru en moi quand j'étais rien. Quand j'avais écrit 2 recueils de poèmes,
petit roman qui s'appelle Le Fils empaillé. Il disait, ma femme est géniale. Bien, s'il avait vu les 35 livres qui ont succédé, les traductions, qu'est-ce qu'il aurait été content? Les souvenirs, que lui procure-t-il? Voilà, les souvenirs. Beaucoup d'amusement quand je pense à ma période libanaise, les 5 années ou 3 années de vie mondaine où je voulais plaire, où on m'aimait, on me faisait la cour. J'étais très, comment vous dire, très courtisée. Ça m'amuse de croire que j'ai pu être aimée. Au fond, j'ai pas été aimée, j'ai plu peut-être. On se faisait un jeu au Liban, dans tous ces dîners où on se retrouvait 60, 100 personnes. Il y avait un jeu de l'amour et du hasard. On faisait semblant d'aimer, on faisait semblant de se plaire. Ce n'était pas authentique. L'authenticité est venue plus tard, avec la vie austère que je mène, la vie de travail, où autour de cette table, quand on se réunit, il y a des gens qui ont écrit, des gens qui ont peint, des gens qui parlent livres, des journalistes, des écrivains, des gens de la télévision, de la radio, de ceci, cela. Il n'y a jamais, je ne sais pas s'il existe une société mondaine comme je l'ai vécu avec vous. Est-ce que nous étions les derniers mondains, les derniers mohicans, comme on dit? Je ne sais pas. C'est très agréable, très beau. Ça m'a donné une thérapie sur ma vie de fille sortant d'un petit milieu. Il fallait ce luxe. Et ça vous ne manque pas du tout? Pas du tout. Même ça me paraît ridicule. Quand on m'invite à des grands dîners, maintenant, de temps en temps, comme ça, je dis non, ce n'est pas pour moi. Vous m'inviterez quand vous aurez 5-6 personnes. On reste autour d'une table, on discute. J'arrive là à ma toute dernière question. Entre Vénus religata, le rêve, et Vénus religata, la réalité, qui l'emporte sur qui? Certainement le rêve. Je suis une grande rêveuse. Je me complais dans le rêve plus que dans la réalité. Parce que si je vois la réalité, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie pour finir comme ça, seule, avec 2 chattes qui dorment dans mon lit, avec mes enfants loin de moi. Les uns sont au Liban, Yasmine est en Angleterre. Mais c'est terrible d'avoir fait 4 enfants et aucun d'eux n'est autour de vous. C'est un fiasco, Ricardo, non? Mais il faut se nourrir aussi de l'amour que vos lecteurs... Lointain, j'aurais voulu qu'ils soient tous les jours autour de ma table. Il y a vos lecteurs aussi, tout un public qui vous suit, qui attend vos ouvrages d'année en année. C'est gentil, nous sommes très nombreux à écrire, trop nombreux à vendre leurs livres. Vous sculptez le beau, vous sculptez l'amour. On dit que mes livres sont un peu noirs. On a parlé de la mort, on a parlé de la tristesse dans vos livres. Mais quand même, il y a toujours cette note teintée d'espoir quelque part. Parce que même dans vos regards aujourd'hui, j'arrive à percevoir. Parce que vous êtes en face des larmes, il est vrai. Il y a quand même une brillance d'espoir. Oui, parce que vous me donnez beaucoup d'espoir. Vous me faites croire que je suis jeune. Vous me faites croire que je n'ai pas vieilli. Vous me faites croire que je peux plaire. Alors ça va durer le temps que vous êtes en face de moi. Vous allez partir. Tout ça va s'effacer de mes yeux. Je vais plus lent. Il faudra que vous me les écriviez noir sur blanc, que je me le répète tout le temps. Mais il faut que vous sachiez une chose, que cet entretien va être certainement gravé dans le cœur du public, comme il est déjà gravé dans le mien. Merci. Vénus religata, moi je vous remercie d'avoir pris part à cette émission. Ça a été un grand moment pour moi de vous recevoir. Et je vais vous demander d'avoir la gentillesse et le plaisir de clôturer l'émission et de la signer à votre façon. Allez-y, la caméra est là, nous sommes là, tout un public vous écoute. J'aimerais dire que le Liban ne m'a jamais quitté, que je suis loin de sa terre, mais qu'il est toujours dans ma tête, d'où tous ces livres qui lui sont dédiés, qui se déroulent au Liban. Même quand je raconte dans Privilège du mort une île que j'appelle Calfi, c'est le Liban qui est complètement raconté, appelé autrement. Et l'île, c'est pour moi le Liban, c'est ce petit Liban que j'aurais voulu à un moment donné qu'il soit une île, pour qu'il soit éloigné de tous ceux qui veulent lui faire du mal, pour qu'il soit protégé par une mer qui le protège de tous les courants qui viennent de tous les côtés. C'est ça mon mot d'espoir que je dirais. أنا بتشكرك فينيس فوليغاتا. أنا بتشكر طبعا المشاهدين اللي تابعونا واستمتعوا طبعا بهذا اللقاء. بتمنى لكم نهاية سهرة موفقة. كل عيد وأنتم بخير. جويو نويل. Joyeux Noël à vous. وكل عام وكل العالم بألف خير.